Je vais vous parler des écoulements atmosphériques et de l'influence de la force de Coriolis sur ces écoulements-là. Dans cette première partie, on va s'intéresser à la circulation générale des vents dans l'atmosphère, caractériser l'atmosphère à l'équilibre et arriver à l'équation des vents géostrophiques. On fera dans une deuxième partie, une deuxième vidéo, une analyse des anticyclones, des pressions et des tempêtes tropicales et cyclones tropicaux. Alors commençons par aller faire un tour sur internet sur le site Ventesky. Alors voilà. Donc c'est un site qui nous présente les écoulements dans l'atmosphère. Donc là on voit les températures, on va changer, on va regarder la pression atmosphérique. Et on voit aussi donc les vents sous la forme de ces petits traits blancs. Et donc on constate cette zone rouge là qui est centrée au nord de l'Écosse et qui correspond à une zone tout ici de surpression, et on constate que les vents s'enroulent et tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut se poser la question de savoir pourquoi et qu'est-ce qui détermine ce sens de rotation. Donc il a l'air manifestement ici associé à des fortes pressions. Donc on a au maximum ici 1044, 1045 hectopascal. Et on voit en orange ici sur le bord donc la pression atmosphérique usuelle à 1013 hectopascal, qui est la pression moyenne dans l'atmosphère. Alors on va essayer de regarder maintenant la vitesse du vent. Voilà. Donc là on a la vitesse du vent en km par heure à 10 mètres au-dessus du sol. Donc toujours dans cette zone de haute pression qui est centrée ici au nord de l'Écosse. Donc on a des vents entre 20 et 30 km par heure. On va essayer de regarder ce qui se passe en altitude. Voilà, à 2 km d'altitude. Voilà, donc on va accéder. Cette fois-ci, des vents, l'ordre de grandeur reste le même, mais on voit que la vitesse des vents est plus élevée. Donc à 30-40 km par heure. Et donc, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fixe la valeur de la pression moyenne dans l'atmosphère, donc question à laquelle on va répondre ultérieurement, et pourquoi les vents s'enroulent-ils dans le sens horaire dans les zones de haute pression? Est-ce qu'il y a un lien avec justement les variations de pression et la vitesse des vents? Alors plutôt que les variations de pression, ce qui va nous intéresser, ce sont les gradients de pression, et plus exactement le gradient horizontal. Donc on a vu que on avait pour cette structure d'haute pression, donc je vais remettre le champ de pression. Voilà, en gros, si on regarde, et si on veut évaluer le gradient de pression, on a d'ici, donc on va mettre 1020 hectopascal jusqu'au centre 1040 hectopascal. Donc on a 40 hectopascal comme variation de pression sur une distance, on voit, c'est peut-être 2 fois plus grand que la France, donc sur de l'ordre de quelques milliers de kilomètres. Donc ça nous donne une variation, donc j'ai dit de 20 hectopascal, donc ça fait 2 10 puissance 3 pascal sur quelques milliers de kilomètres. Donc on va arriver à un gradient horizontal de pression de l'ordre de 10-3 pascal par mètre, ou quelques 10-4 pascal par mètre. Alors on va essayer maintenant d'élargir un petit peu le point de vue. Alors il faut que je modifie. Alors non, pas la taille de la figure internet. Voilà. Et on voit par exemple que les vents s'enroulent pas toujours forcément dans le sens horaire. Alors pour cette zone de haute pression, c'est le cas. On va aller regarder ce qui se passe ici, où on voit avec la couleur bleue, donc au large du nord des États-Unis, ou du Québec si on préfère, ici. Voilà, une zone, cette fois-ci, qui va être caractérisée par une dépression, c'est d'ailleurs le nom qu'on lui donne en météorologie, et on voit que cette fois-ci, les vents s'enroulent dans le sens trigonométrique.
Alors, on va essayer d'aller voyager dans l'hémisphère nord pour voir ce qui, aujourd'hui, le 2 janvier, se déroule dans l'hémisphère sud, pardon. Voilà, l'anticyclone de Sainte-Hélène, fidèle au rendez-vous, ici, donc au sud de l'Afrique du Sud. Et vous voyez que là, c'est l'inverse. Dans cette zone de haute pression, les vents s'enroulent dans le sens trigonométrique, alors que quand on s'approche, donc dans le grand sud, cher aux navigateurs, voilà, ici on a une belle dépression, assez creusée, donc, et on voit que cette fois-ci, les vents dans cette dépression-là s'enroulent donc dans le sens horaire. C'est donc l'inverse de ce qui se passe dans l'hémisphère nord. Et on va essayer donc plus tard d'expliquer ce comportement. Donc voilà pour les observations. Donc en résumé, on va se limiter à ce qui se passe dans l'hémisphère nord. On a des zones de haute pression avec des vents qui s'enroulent dans le sens horaire, caractérisés par des gradients horizontaux de pression de l'ordre de 10-3 pascal par mètre et des vitesses de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par heure. On a aussi des zones de dépression caractérisées par des gradients horizontaux de pression qui sont du même ordre de grandeur, donc 10-3 pascal par mètre, des vitesses, donc on peut les voir ici autour de cette dépression-là. Alors on va les regarder en altitude, à nouveau à 2 km. Voilà, donc là on voit des vitesses de 60-80 km par heure, donc quelques dizaines de kilomètres par heure, et dans l'hémisphère nord, donc les vents qui s'enroulent dans le sens trigonométrique. On va noter U, l'ordre de grandeur de la vitesse horizontale des vents, et on va choisir donc quelques dizaines de kilomètres par heure, ça correspond en gros à 10 mètres par seconde. On a vu que ces vitesses-là donc correspondaient à des structures, soit de haute pression, de basse pression, qui s'étendaient sur des échelles horizontales typiques de l'ordre de quelques milliers de kilomètres. C'est ce qu'on appelle l'échelle synoptique, et on la notera donc L pour son ordre de grandeur, qui vaut 10 puissance 6 mètres. Et enfin, on notera G, l'ordre de grandeur du gradient horizontal de pression, dont on a vu qu'il variait de 10-4 à 10-3 pascal par mètre. Avant d'étudier les écoulements, on va s'intéresser à l'atmosphère au repos. Alors on voit ici sur la partie gauche de cette diapositive une photographie de l'atmosphère terrestre prise depuis une des anciennes navettes américaines avec en gros ici donc une échelle de hauteur de 100 km. Alors ce que montre cette photographie, c'est à travers ces couches colorées différentes, une structuration en couches de l'atmosphère dans la direction verticale. Donc on parle de stratification de l'atmosphère, qui, on s'en doute, a un rapport évident avec l'orientation de l'accélération de la pesanteur, mais aussi en fonction des conditions thermodynamiques qui règnent avec l'altitude. Et j'ai représenté ici sur la figure de droite donc le profil de température dans le cadre du modèle standard de l'atmosphère, qui est un modèle qui est utilisé pour décrire grosso modo l'équilibre vertical de l'atmosphère. Alors, nous, on vit dans la première couche ici entre 0 et 11 km d'altitude, qui est la troposphère, et on observe dans la troposphère en fait une décroissance progressive donc de la température avec l'altitude. En gros, en ordre de grandeur, on peut estimer que le gradient de température, ici on voit une chute de 100 Kelvin sur 10 km, et donc ça fait 10 Kelvin par kilomètre, grosso modo. Donc là, on a une décroissance affine de la température dans ce modèle. À 11 km, on atteint la tropopause, donc qui s'étend jusqu'à 20 km d'altitude, et dans cette couche-là, la température reste constante à 217 km. Au-delà de la tropopause, donc de 20 jusqu'à 47 km, en gros, on considère la stratosphère, et dans cette couche-là, la température augmente à nouveau avec l'altitude. Pour étudier l'équilibre vertical de l'atmosphère, on va partir de l'équation fondamentale de la statique des fluides, écrite ici, donc où la somme donc, des forces de pression et du poids volumique est égale à 0, et ça nous donne donc dP sur dz égale moins μg. Alors pour trouver la pression P en fonction de z, il faut absolument se donner un modèle thermodynamique qui va préciser comment la masse volumique μ varie en fonction de la pression. On utilise
pour simplifier, un modèle de type gaz parfait. Voilà, donc j'écris la loi des gaz parfaits, P égale mu fois R sur M. Donc R, c'est la constante des gaz parfaits. M, c'est la masse molaire de l'air, donc 29 grammes par mol à peu près. Et T, la température. Alors pour simplifier aussi l'étude, on va, afin d'avoir des calculs simples et obtenir des ordres de grandeur, considérer que la température est uniforme à la température T0, la température au sol. Bon, on a vu que dans la troposphère, c'est pas une approximation qui est vraiment vérifiée, puisque on a quand même un gradient de moins 10 Kelvin, donc on a dit par mètre, ce qui est important, par kilomètre à peu près. Bon, donc il s'agit ici simplement d'obtenir des équations simples et puis des ordres de grandeur et voir comment les choses fonctionnent. Donc dans l'équation de la statique des fluides, si on remplace mu ici par son expression qui va être mp divisé par r t0, avec t0 qui est une constante, on obtient une équation différentielle usuelle qui va s'intégrer sous cette forme-là, p de z égale p0 exponentielle moins z sur h, où p0 est égal à mu0 r sur mt0 et la pression au sol, et donc mu0 correspond aussi à la masse volumique. Alors quand je dis au sol, c'est plutôt l'altitude z égale à 0, ici c'est le niveau de la mer, et on a, puisque la température T est constante, une relation de proportionnalité entre P, la pression, et mu, la masse volumique, et donc exactement la même décroissance exponentielle de la masse volumique avec l'altitude. Alors ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il donne tout de suite une échelle de longueur verticale, qu'on appelle échelle de hauteur de pression, dont l'expression est RT0 sur mg, et donc si on regarde un ordre de grandeur, prenons R, la constante des gaz parfaits, donc 8 joules par Kelvin par mol. Alors ce serait mieux de regarder R sur M qui s'exprimerait... ben non, je vais faire directement R sur M. Donc R, prenons 8. Pour T, je vais prendre 300 Kelvin. Pour M, donc 30 10 moins 3. Et pour G, mettons 10. Donc 30 10 moins 3 fois 10, j'ai 30 10 moins 2 en bas. C'est-à-dire 3 fois 10 moins 1. Avec T0, j'ai 3 fois 10 puissance 2. Donc T0 sur mg, ça va faire 10 puissance 3. Je multiplie par R qui fait 8. Voilà, j'arrive à 8 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 8 km. Donc c'est en gros la hauteur caractéristique sur laquelle la pression décroît avec ce modèle isotherme. Alors on peut utiliser ce modèle assez simple pour calculer la masse d'air qui est contenue dans une colonne d'air qui s'appuierait sur le sol, qui s'élèverait jusqu'à une altitude z et qui correspondrait à une section S. Il s'agit juste en fait d'intégrer la masse volumique mu sur donc la hauteur de 0 à z et on obtient donc en multipliant par le volume élémentaire S dz' de chaque couche la masse contenue dans cette colonne-là. Donc on intègre la loi exponentielle avec mu de z'. Donc on obtient cette expression-là. Et du coup, on peut en déduire, en prenant la limite lorsque z tend vers l'infini, de la masse totale de l'atmosphère dans ce modèle-là, en prenant comme surface S ici, 4pi fois le rayon terrestre au carré, qui est la surface de la Terre. Donc on arrive à une masse de l'ordre de 5 10 puissance 18 kg, ce qui est assez important. Et on se rend compte, quand on remplace mu0 par son expression en fonction de la loi des gaz parfaits, et H par RT0 sur mg, expression qu'on a obtenue précédemment, qu'on en déduit finalement l'expression de la pression atmosphérique moyenne en fonction de la masse totale de l'atmosphère, et ensuite des caractéristiques de la Terre, à savoir le champ de gravitation, ici, enfin plutôt l'accélération de la pesanteur, G, puis une dimension géométrique ici où on va apparaître au rayon de la Terre. Et on constate finalement que ce qui détermine la valeur moyenne de la pression qu'on avait observée tout à l'heure sur les cartes météo, c'est la masse totale d'air contenue dans l'atmosphère et les caractéristiques de la gravitation terrestre. Donc voilà d'où sort cette valeur de 1,013 10 puissance 5 pascal, valeur qu'en fait j'ai utilisée pour calculer la masse totale de l'atmosphère. L'expression qu'on avait obtenue tout à l'heure, qui donnait la masse m contenue dans une colonne d'air de hauteur z, elle peut être retroussée pour obtenir finalement la hauteur de la colonne en fonction de la masse qu'elle contient.
Et on peut par exemple du coup calculer l'altitude en dessous de laquelle se concentre 90% de la masse totale de l'atmosphère. Et donc on obtient avec ce modèle isotherme 17 km. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'ordre de grandeur. Et on constate que donc c'est dans la troposphère que se concentre essentiellement la masse de l'atmosphère. Alors maintenant qu'on ait décrit l'équilibre vertical de l'atmosphère avec cette pression qui varie avec l'altitude, puis qu'on a vu donc du coup que la hauteur caractéristique verticale de l'atmosphère, bon, ben, ça va être de l'ordre de la dizaine de kilomètres. On peut choisir soit l'échelle de hauteur de pression H, soit l'altitude à laquelle on va avoir donc quasiment la totalité de la masse de l'atmosphère, donc ce qu'on a calculé précédemment, 17 km. Voilà, tout ça, ça tourne autour de de l'ordre de la dizaine de kilomètres. On va maintenant modéliser les écoulements qu'on va pouvoir superposer à ce profil d'équilibre. Alors on va faire des hypothèses assez simples pour pouvoir tirer finalement une image assez réaliste de ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut observer. Alors on va faire l'hypothèse d'un écoulement parfait régi par l'équation de l'air et on va se placer dans le référentiel terrestre, le référentiel non galiléen. Alors on voit dans cette équation apparaître le terme d'accélération usuelle avec l'accélération locale, d rond v sur d rond t, et l'accélération convective, v scalaire gradient appliqué à v. De l'autre côté, les forces volumiques, donc on a l'équivalent volumique des forces de pression, moins gradient p, plus mu g. Alors là, on se rappelle que dans la définition de g, on inclut à la fois le terme d'attraction gravitationnelle, mais aussi le terme d'inertie d'entraînement qui apparaît dans le référentiel terrestre non galiléen. Et on doit donc ajouter, puisque ce référentiel terrestre est non galiléen, ici la force d'inertie de Coriolis volumique, et on va voir ultérieurement l'influence de cette force-là dans le cas des écoulements atmosphériques. Alors on va traiter le problème en introduisant différents champs de vitesse, de pression et de masse volumique, et on va regarder les écarts par rapport à la situation d'équilibre qu'on a décrite précédemment. Alors je note ici avec un indice E tout ce qui fait référence à l'état d'équilibre. Donc le champ de vitesse, je note V de mt, et l'écart par rapport à l'équilibre, je vais le noter V1, donc l'indice 1 ici désigne le champ de vitesse en tant qu'écart par rapport à la situation d'équilibre. Alors bien sûr, la vitesse d'écoulement est nulle à l'équilibre, donc ici on a simplement V1 qui s'identifie à V. Alors c'est pas le cas pour la pression, on a vu que la pression variait en fonction de l'altitude Z, alors on a développé un modèle simple d'atmosphère isotherme. Dans la réalité c'est bien sûr plus complexe. Et donc on va noter P1, donc le champ de pression écart qui mesure l'écart par rapport à l'équilibre, en faisant la différence entre le champ de pression réel, P de mt, et puis sa valeur à l'équilibre. De même, pour la masse volumique, mu1 de mt désignera un écart par rapport à l'équilibre en tant que différence entre la masse volumique mu de mt, hors équilibre, et la masse volumique d'équilibre mu de m, qu'on a aussi calculé dans le cadre de l'atmosphère isotherme tout à l'heure. Alors, dernière approximation qu'on va utiliser, c'est l'approximation de Boussinesq, ici. Alors, l'approximation de Boussinesq, elle revient à considérer que la masse volumique mu1, l'écart, est très faible et négligeable par rapport à la masse volumique d'équilibre, et qu'on va pouvoir négliger cet écart dans tous les termes qui apparaissent dans l'équation de l'air, c'est-à-dire ici, dans le terme d'accélération, enfin qui fait intervenir l'accélération, dans la force d'inertie de Coriolis, mais par contre, on garde l'influence de mu1 dans le poids. Donc ceci correspond à l'approximation de Boussinesq, et il en résulte, puisque la masse volumique va rester ici essentiellement constante et égale à mu0, qu'on va avoir un écoulement incompressible. Donc cette hypothèse d'écoulement incompressible, elle n'est pas complètement dénuée de sens, puisque les écoulements en question, on l'a vu, caractérisés par des vitesses caractéristiques de l'ordre de 10 mètres par seconde, c'est une vitesse qui est très inférieure à la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans l'air, 340 mètres par seconde.
Donc si on regarde U sur C, on a 10 sur 340. Bon, en l'élevant au carré, on trouve bien que c'est très petit devant 1, et ça correspond donc à la validation de l'hypothèse validation qualitative de l'hypothèse d'incompressibilité de l'écoulement qu'on avait détaillée dans un cours précédent. Alors, compte tenu des approximations évoquées, on a l'équation d'Euler qui prend la forme donc qui est écrite ici, voilà. Donc voilà ici donc l'équation d'Euler que je surligne, et donc on voit apparaître le terme d'accélération ici, donc avec la masse volumique mu0, le terme de pression, le poids, donc qui fait intervenir la masse volumique mu1. Alors dans cette équation-là, le moins gradient de P à l'équilibre se simplifie avec mu0g, puisque c'est la statique des fluides qui l'impose, donc il reste que ces termes-ci. Et enfin, le terme qui correspond à la force de Coriolis. Alors, le terme en mu1g, on va finalement pas avoir à le considérer, parce qu'on s'intéresse à des écoulements qui vont être horizontaux. C'est ce qu'on va montrer ici. Donc on prend un écoulement incompressible, donc ce qui se traduit par la relation divergence de V1 égale à 0, et qu'on va expliciter. Alors je vais choisir par exemple un champ de vitesse avec x l'axe horizontal et z l'axe vertical, et donc la divergence de V1 par exemple avec un champ de vitesse qui aurait une composante suivant l'horizontale x et la verticale z s'écrirait d rond Vx sur d rond x plus d rond Vz sur d rond z égale à 0, ce qui signifie que ces deux dérivés d rond Vx sur d rond x et d rond Vz sur d rond z sont opposés. Et donc on va pouvoir traduire ça en ordre de grandeur. Donc l'ordre de grandeur des variations horizontales de vitesse, c'est U. Ça se fait sur une échelle caractéristique qui est L. L'ordre de grandeur des variations verticales de vitesse, on va noter ça W. Puis l'échelle de longueur verticale, c'est H. Et donc on arrive à la relation suivante, c'est que W, l'ordre de grandeur de la vitesse verticale, est donné, donc comme je le surlignais ici en rouge, par donc la relation ici, W est de l'ordre de U fois H sur L. Et comme on a montré tout à l'heure que pour H, on avait quelque chose qui était de l'ordre de 10 km, alors que pour L, on avait plutôt un millier de kilomètres. Le rapport H sur L, il est très petit devant 1. Et donc, on a l'ordre de grandeur de la vitesse verticale qui est négligeable devant celui de la vitesse horizontale. Et on va pouvoir donc considérer en première approximation qu'on a un écoulement qui est horizontal, donc un écoulement bidimensionnel. Du coup, dans la direction verticale, on va garder un profil de pression qui va être donc dominé par les termes qui correspondent à l'équilibre, parce qu'en effet, le terme mu1g ou la composante verticale de la force d'inertie de Coriolis ici vont donner des termes qui seront d'un ordre de grandeur très petit par rapport à mu0g. Donc le gradient vertical de pression, il est essentiellement déterminé par le poids mu0g et il est très peu modifié par l'existence d'un écoulement. Alors l'hypothèse supplémentaire qu'on va réaliser, c'est celle d'un écoulement stationnaire qui va nous donner donc que d rond V1 sur d rond T est égal à 0. L'équation d'Euler qui est écrite ici en haut de cette diapositive, c'est une équation qui est finalement difficile à résoudre de façon exacte. En particulier, le terme ici de convection V1 scalaire gradient V1 est un terme non linéaire qui rend la résolution complexe. Alors on va réaliser ce qu'on fait souvent en mécanique des fluides dans ce cas-là, c'est une analyse des ordres de grandeur de chacune des dérivées partielles qui apparaît dans cette équation-là pour voir quel est le terme dominant. Donc ici, il est naturel de comparer finalement le terme de convection, V1 scalaire gradient V1, bon, multiplié par mu0, à la force d'inertie de Coriolis volumique ici, pour voir celui qui domine. Pour ça, on forme un nombre sans dimension, qui est appelé le nombre de Rossby. Et
donc qui est le rapport de l'ordre de grandeur de l'accélération convective, donc mu0, V1 scalaire gradient appliqué à V1, à l'accélération de Coriolis. Alors là j'ai parlé de force, si je parle d'accélération je devrais dire plutôt V1 scalaire gradient appliqué à V1, et je divise par l'accélération de Coriolis, donc en moins 2 oméga vectoriel V1. Quand on forme l'ordre de grandeur de ces termes-là, on trouve que le nombre de Rossby a une valeur qui est déterminée par le rapport U sur FL, où F, c'est le paramètre de Coriolis 2 oméga sinus lambda, lambda étant la latitude du lieu considéré. Alors c'est important de remarquer que ce paramètre F va changer de signe. Il est positif dans l'hémisphère nord, où les latitudes sont positives, et il est négatif dans l'hémisphère sud. Alors bien sûr, dans l'expression du nombre de Rossby ici, qui est un nombre sans dimension, on prend f en valeur absolue pour avoir donc une quantité positive. Alors pour illustrer le nombre de Rossby, on va aller faire un petit tour sur Internet et aller sur YouTube, sélectionner cette vidéo, dans quel sens tourne l'eau en équateur. Voilà, donc on va faire la lecture de la vidéo. Alors on va avancer un peu. Voilà. Donc voilà, avec son téléphone, bon, on est censé être pile poil sur l'équateur. Ok, bon, pas un mètre à côté ni un moins. Et puis là, donc, voilà, dans ce réservoir, donc de l'eau, hop. Alors sans ménagement, il ouvre la bombe de fond et ça se vide. Voilà, pas de vortex, ok, on a un écoulement radial. Ah si, ça tourne un petit peu à la fin. Voilà. Voilà, hop, allez, on traverse l'équateur, on va de l'autre côté. Alors, je ne dis pas la sinus lambda, quand on passe donc d'un côté à l'autre, ça varie quasiment pas, quoi. Donc, on est à 2 mètres à côté. Voilà, encore une fois, c'est ouvert sans ménagement. Voilà, on met quelques feuilles. Oh là là, et tout le monde est fasciné par la rotation de l'eau. Donc, on va arrêter ça. Voilà, en fait, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, comme on va le voir à présent. Donc, c'est censé illustrer donc l'influence de la force de Coriolis sur le sens de rotation lors de la vidange du réservoir. Et donc, il faut pour ça que la force de Coriolis pèse assez fort dans l'équation de l'air. On peut évaluer les ordres de grandeur. Donc, mettons que la vitesse caractéristique des écoulements c'est 1 mètre par seconde. Et encore, on peut voir sur la vidéo qu'ici le fluide s'écoule un petit peu plus vite, enfin plus lentement. La taille caractéristique donc du récipient, je prends 1 mètre. Et donc pour F, le paramètre de Coriolis, donc 2 oméga sinus lambda. Donc oméga, la vitesse de rotation de la Terre, c'est 7,3 10-5 radians par seconde. Donc on va prendre, allez, 10 puissance moins 4 pour F. Sinus lambda, là, donc au voisinage de l'équateur, lambda est proche de 0, ça ne doit pas peser grand chose, sinus lambda. Allez, même en étant généreux, je prends sinus lambda comme si on était donc à une latitude moyenne de 45 degrés, ben ça donne déjà un nombre de Rossby qui vaut 10 puissance 4. C'est-à-dire que le terme en V scalaire gradient V, il est déjà 10 000 fois plus grand que le terme d'accélération de Coriolis. Et du coup, au voisinage de l'équateur où F, le paramètre de Coriolis, s'effondre, on a finalement un nombre de Rossby qui doit être beaucoup plus grand. Donc il est vraisemblablement complètement impossible de mettre en évidence donc le changement du signe de F finalement quand on traverse l'équateur pour le sens de vidange. Donc le gars sur la photo là, bon ben c'est un charlatan moderne qui doit probablement récupérer quelques dollars lorsqu'il fait cette manip là avec les touristes, mais la manip clairement ça peut pas fonctionner. Alors, cette manip, elle a déjà été réalisée en 1962 par Shapiro. Et donc, lui, il a réussi à mettre en évidence l'influence de la force de Coriolis sur la rotation de
de la vidange ici, mais avec des conditions expérimentales vraiment drastiques où il s'assurait que les conditions initiales n'allaient pas assurer un sens de rotation particulier. Parce qu'en effet, à cause du terme V scalaire gradient V dans l'équation de l'air, une petite perturbation initiale, un déséquilibre, un mouvement du fluide qui est lié à des différences de densité à cause de la température. D'ailleurs, Shapiro avait fait attention à avoir une température la plus uniforme possible, la mieux contrôlée possible. Tous ces mouvements, en fait, initiaux et qu'on ne voit pas au début de la vidange, peuvent donner lieu à des instabilités qui vont être amplifiées par le terme non linéaire V scalaire gradient appliqué à V. Du coup, quand on voit comment la vidange ici est effectuée en retirant le bouchon sans ménagement, on a vraiment de quoi douter de la réalité de l'effet qui est observé ici. Enfin, du moins, on ne peut pas l'attribuer au changement de signe de la force de Coriolis quand on traverse l'équateur. Donc j'indique ici les références de l'article dont je parle, de Shapiro, publié dans Nature en 1962, et on y découvre que les conditions expérimentales sont vraiment maîtrisées dans les moindres détails pour pouvoir attribuer un sens de rotation à la force de Coriolis. En particulier, il avait même pensé à couvrir la surface libre avec un film en plastique pour que d'éventuels courants d'air ne mettent pas le fluide en rotation dans un sens privilégié plutôt qu'un autre. Alors on peut se poser la question de savoir si ce qu'on raconte pour la vidange ici, ou pour les écoulements atmosphériques, si finalement ça marche pour des courants marins. Est-ce que la force de Coriolis a une importance quant à l'évolution des courants marins? Donc là j'ai choisi une photographie qui correspond à une visualisation du Gulf Stream au large des côtes américaines, on voit de la Floride, la Caroline, etc. Et par imagerie infrarouge, donc Gulf Stream qui correspond à des eaux chaudes ici qu'on voit en rouge et qui se déplacent. Cette image elle permet juste d'avoir une bonne idée des échelles de longueur qui sont mises en jeu. Alors les courants marins ils varient entre 10-2 à 10 mètres par seconde, donc j'ai choisi une valeur moyenne à 0,1 mètre par seconde. Et on constate que le nombre de Rossby devient très petit devant 1, c'est-à-dire qu'on entre dans un régime où la force d'inertie de Coriolis va l'emporter sur le terme de convection. Et dès que l'échelle de longueur horizontale caractéristique dépasse le kilomètre, et là on voit clairement sur la photographie qu'on a des longueurs qui sont égales à plusieurs milliers de kilomètres. Donc là clairement on va être dans un régime où la force de Coriolis va dominer. Et il en est de même pour les écoulements qu'on avait vus au tout début, les zones de dépression ou d'anticyclone haute pression, qui sont sur des échelles caractéristiques, elles, qui sont aussi de l'ordre du millier de kilomètres, l'échelle synoptique. Et là, quand on regarde aussi l'ordre de grandeur du nombre de Rossby, donc U sur F, L, U on a dit 10 mètres par seconde, F 10-4, L donc 10 puissance 6, donc ça fait 10 sur 10 puissance 2, donc on est en gros 10-1, là aussi le nombre de Rossby est petit devant 1, et donc on a une influence dominante pour la force de Coriolis. Et donc dans la limite où le nombre de Rossby est très petit devant 1, on va pouvoir négliger le terme en mu0 V1 scalaire gradient appliqué à V1 devant la force d'inertie de Coriolis. Et donc dans l'équation de l'air, bon, puisqu'on a aussi pris un écoulement stationnaire, on n'a plus mu0 des ronds V1 sur des ronds T qui est nul, le terme d'accélération va être nul. On va récupérer, alors on va s'intéresser ici juste aux écoulements horizontaux, donc cette équation vectorielle, en fait, c'est une restriction de l'équation de l'air dans le plan horizontal. On voit apparaître le gradient horizontal de pression, et puis donc la force de Coriolis horizontale, avec ici F, le paramètre de Coriolis. On peut extraire de cette relation le vecteur vitesse V, et on obtient cette relation-là, donc V1 qui vaut 1 sur mu0f EZ gradient horizontal de P1, et qui est l'équation qui définit ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique. Alors dans le cadre de l'équilibre géostrophique, on a donc ici un lien vectoriel entre le gradient horizontal des forces de pression, la vitesse d'écoulement, et puis la verticale ascendante EZ, je devrais dire plus ou moins EZ, puisque le paramètre de Coriolis F peut être positif ou négatif.
Et donc on va avoir ici la règle de Buys-Ballot, voilà, qui nous dit que la verticale, alors c'est pas la verticale ascendante à cause du signe de F, et donc je devrais écrire plutôt la verticale FEZ, le gradient horizontal de pression et le vent géostrophique, donc représenté par le vecteur vitesse V1, forment dans cet ordre un trièdre direct. Et ça permet du coup, quand on connaît l'orientation du gradient de pression, comme on l'avait sur les cartes météorologiques qu'on avait observées au tout début de cette vidéo-là, ben on peut en déduire du coup l'orientation du vent géostrophique. On va utiliser ces résultats donc dans une vidéo suivante et on va s'intéresser justement à ce qu'on a observé au début, donc les anticyclones, les dépressions dans les deux hémisphères. Et puis on sortira aussi de la limite où le nombre de Rossby est très petit devant 1 pour voir des situations où les vitesses d'écoulement vont devenir assez importantes et on parlera de dépressions tropicales et de cyclones tropicaux. Donc la suite dans une autre vidéo.